Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac. J'espère que vous profitez pleinement, les chanceux qui sont en vacances. Il fait beau et j'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat à Pâques. Je peux pas en dire autant. Ce soir, dans C'est local et c'est bon, j'ai le plaisir de recevoir pour la première partie de notre émission Jean-Luc Zilberman qui va nous présenter son épicerie fine haut de gamme, l'Éveil des Sens, qui a récemment ouvert ses portes à Aix-les-Bains. Dans la seconde partie de notre émission, nous échangerons avec Hervé, notre partenaire des fromageries Entre Lac et Montagne, qui est venu accompagné de Sylvie Revillard, productrice de safran, et d'Emmanuel Revillard, représentant les Herbes Folles, producteur d'huile de colza et de tournesol sur Tuzy. On va commencer avec vous, Jean-Luc. Bonsoir. Plaisir, bonsoir. Merci de me recevoir. Merci à vous infiniment pour votre venue dans nos studios. Comment allez-vous ? Plutôt bien. Je suis là, donc c'est super cool. Détendu. C'est vraiment, j'essaye là. Voilà, ça commence à stresser un peu. Mais non, faut pas stresser du tout. Alors, avant de parler de votre activité, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et reparcourir un peu votre parcours ? Alors, mon parcours, j'ai travaillé essentiellement dans l'audiovisuel. J'avais moi-même une société d'édition de distribution film sur Paris. Et j'ai fait ça pendant 28 ans. Ah oui, 28 ans. Oui, 28 ans dans l'audiovisuel, dont 18 à mon compte. Et puis un gros ras-le-bol du même boulot tout le temps. 28 ans, c'est long quand même. Ça devenait un peu compliqué pour les indépendants aussi. Donc de plus en plus, je me suis mis à réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire. Pas arrivé tout de suite comme ça d'un coup, mais voilà, donc j'avais décidé de fermer ma société et surtout de quitter Paris parce que j'en pouvais plus de vivre à Paris. Voilà, ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie, c'était de me réinventer une vie différente, aussi bien professionnelle que dans un lieu de vie que je connaissais par cœur puisque je suis parisien. Voilà. D'accord. Et du coup, quelques années sont passées, j'ai réfléchi. Alors l'idée d'épicerie fine, elle m'est venue une fois où ma cousine est venue me chercher en me disant « Écoute Jean-Luc, il fait beau, faut que je passe à la grande épicerie de Paris, dans le 16e, celle du 16e arrondissement. » Du coup, je lui dis avec plaisir, on va se balader comme ça, on va faire un tour. Et puis voilà. Et puis là, je suis tombé sidéré par ce que j'ai pu voir dans cette grande épicerie fine qui fait 4 étages quand même. Ah oui, 4 étages, j'ai jamais vu ça. Avec un super restaurant gastronomique au dernier. C'est juste fou, quoi. J'étais comme dans un musée, comme le musée de la nourriture, c'était pareil pour moi. C'était une sensation très très curieuse. Oui, il y a eu un déclic à ce moment-là. Il y a eu un déclic. Alors, le premier déclic, il s'est fait à une époque où je commandais pas mal de plats emportés, à livrer, etc., puisque j'étais tout seul. Et je le fais tout de suite. Toujours, du reste. Et du coup, voilà, je me suis dit, il y a quand même des choses qui vont bien, et il y a quand même des choses qui vont pas très bien quand même. Et je trouvais que la proposition, l'offre par rapport à ce qu'on avait, elle n'était pas super top. Ouais, vous étiez un peu déçu. J'étais un peu déçu. Des fois, ça allait très bien, mais bon, la plupart du temps, c'était pas ça, quoi. Donc voilà. Et puis, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et quand j'ai visité donc cette grande épicerie à Paris, fait partie du groupe LVMH. Je sais pas si on peut le dire, mais bon. Ah oui. Donc d'accord. C'est des épicerie très haut de gamme. Très haut de gamme, mais pas que. Notamment dans le 16e, c'était très original parce qu'il y avait vraiment un rayon au rez-de-chaussée. Il y avait tout le rez-de-chaussée qui était consacré à un petit peu ce qu'on pourrait trouver aussi en grande distribution. D'accord. Certaines confitures, des cafés, etc. Parce que je pense que dans le coin, là-bas, la clientèle va faire ses courses là-bas aussi. Faut que ça reste accessible quand même. Faut que ça reste accessible. Mais bon, ça reste quand même plus on monte dans les étages et plus c'est sophistiqué et génial, quoi. Et voilà. J'ai pris beaucoup de photos. Il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et puis à un moment, je me suis dit, mais si je faisais une épicerie fine, c'est ça que je veux faire, je pense. Et voilà, vraiment un grand écart entre l'audiovisuel et l'épicerie et le commerce. En fait, j'ai jamais été commerçant de ma vie, moi. Donc il a fallu tout apprendre aussi. Mais ça va vite. Et puis voilà, et puis c'était parti. Je suis arrivé ici le 18 décembre, j'ai posé mes cartons ici à Aix. Ah, Aix-les-Bains, ça a été un petit peu par hasard. J'avais pas prévu de venir habiter à Aix, mais je ne savais pas où aller.
Donc vraiment, Donc c'est grâce à votre fille. Hein, c'est grâce à ma fille, ouais, exact. Vous avez lu ça, donc quelque part. Ouais. Je fais mes recherches, toujours. Ouais. Et donc ma fille, oui, avec son chéri, ils habitent en Haute-Savoie. Et ils m'ont dit, mais papa, arrête de nous dire, tu sais pas où aller, tu sais pas où aller. C'était vraiment le leitmotiv chez moi à chaque contact. Et puis elle m'a dit, pourquoi tu t'installes pas dans le coin? Mais ça m'a pas traversé l'esprit une demi-seconde, quoi. Mais vraiment pas. Mais vraiment, j'y ai même pas pensé. Mais j'y ai pas pensé, quoi. D'accord. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Donc je suis descendu une première fois de Paris. J'ai visité dans leur coin. Ils sont en Haute-Savoie, un peu plus proche de la frontière parce qu'ils bossent tous les deux sur la Suisse. Et franchement, rien ne m'a plu. J'étais vraiment pas enchanté. Donc je suis remonté un petit peu. J'étais pas très content, quoi. Oui, un peu déçu. Un peu déçu, ouais, c'est ça. Et puis voilà, je suis revenu. Donc là, j'ai décidé de partir. Donc j'ai réglé mes affaires. J'ai mis mon appart en vente, etc. Et je suis revenu. Et je vous assure, c'est vrai, j'étais à la Fnac. J'ai acheté une carte papier, une carte routière à l'ancienne de la région, et j'ai fait des ronds stabilo. Voilà. Et j'ai visité. Et un jour, je suis arrivé à Aix. Et là, il s'est passé tout de suite quelque chose. Mais vraiment, hein, j'ai un souvenir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais mais les voitures qui s'arrêtent pour laisser passer les piétons. Mais vous avez pas idée, vous aussi. Si, mais moi ça. C'est juste incroyable. Hein, c'est vraiment incroyable. Tout a commencé par ça. Voilà. Ensuite, je me suis baladé. J'ai trouvé la ville très propre, les gens charmants, les gens qui s'arrêtaient, qui regardaient sur leur téléphone. Si ça me dit quelque chose, attendez. Voilà. Dès que j'avais besoin de me renseigner, j'ai fait une grande balade. Il faisait beau, c'était génial. Et puis je me suis dit waouh, il y a vraiment un truc. Cette idée aussi avec tous ces beaux, ces vieux hôtels qui sont devenus des appartements, cette ville musée. Moi, je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert. C'est vraiment ce que j'ai pensé, vraiment. C'est une ville qui a une histoire, ouais. Voilà. Et du coup, je suis revenu une deuxième fois avec ma fille, qui était de congé ce jour-là. Et on s'est refait un petit tour quand même sur Aix. Et la troisième fois, je suis venu avec mon beau-fils, donc avec Ryan. Et pareil, on a visité, on a tourné, on a mangé là, et puis là, quand je suis rentré, je lui dis c'est là que je veux vivre. Voilà. La décision était prise. C'était prise, enfin acté. Et donc, quand concrètement votre boutique a-t-elle ouverte à Aix-les-Bains? Alors là aussi un petit peu le coup du sort. J'ai ouvert le 6 décembre, donc 2024. Oui. C'était le jour de mon anniversaire, j'ai pas fait exprès, c'était plein, c'était prêt, et il fallait que j'ouvre. J'étais super impatient d'ouvrir, je pensais que je... C'est bien, ça marque le coup au moins. Mais ouais, clairement, c'était mon cadeau, quoi. C'était le cadeau, voilà. Et puis après, c'était compliqué quand même à créer tout ça, je pensais que ça serait super simple et sans trop de tracas. Et franchement, non, il y a rien eu de simple. Que ce soit au niveau des travaux, au niveau de... Il y a toujours des imprévus. Ah oui, tout le temps. Et le sourcing, très compliqué. Très, très compliqué à gérer. Vraiment, j'étais épuisé, hein, vraiment. Ah oui, c'est pas rien. Hein. C'est un peu votre bébé maintenant. Tout le temps, ouais. Voilà, c'est ça. Et comment vous est venue l'idée du nom, l'éveil des sens? Ça, c'était un brainstorming téléphonique, avec une visio avec plusieurs personnes. Parce que je ne trouvais pas. Donc je sollicitais pas mal mon entourage pour m'aider là-dessus. Et puis une fois on était quelques-uns en visio. Et puis voilà, puis à un moment, Florence, merci Florence. Florence qui dit l'éveil des sens. Et tout de suite ça m'a fait claque. Hein. Vraiment l'éveil des sens, je trouvais que ça collait très très bien avec l'idée que j'en avais d'une épicerie fine. Voilà. Et c'est parti comme ça. Donc oui, l'éveil des sens, l'odorat, le regard, tout, le toucher, tous le les goût, sens, hein, tous les sens. Donc oui, ça colle parfaitement. C'est ça. Et justement, on parle de tout ce qui caractérise votre boutique. Si vous deviez la définir en 2 adjectifs. En 2 adjectifs, alors vraiment ce que je me suis mis en tête dès le départ. En 1, c'était du très bon. Et en 2, du très beau si possible. Si on arrive à joindre le très bon avec le très beau, pour moi, la partie était gagnée. Quoi. Voilà. D'accord, du très beau et du très bon. Voilà, c'est ça. Et au-delà de ça, quelles sont les valeurs? Pardon, oui, dites-moi. Du très bon et du très beau. Du très bon et du très beau. Ouais. Oui, toujours le goût avant, surtout ici. Surtout quand il suffit. Voilà. C'est local et c'est bon, nous c'est aussi ce qui passe en priorité. Hein. Quelles sont les valeurs qui vous animent? Alors mes valeurs, je suis un homme de contact.
J'adore tchatcher, j'adore parler. C'est les retours que j'ai pu voir. Hein. Ah oui, il y a une vraie enquête alors. Ah oui. Waouh. Vous avez eu que des bons avis. Vraiment, c'est impressionnant. Vous avez que des bons avis. Donc super, mais ça... elles me le disent, mes clientes. J'ai beaucoup plus de clientes que de clients. Et elles me le disent. Elles me disent, mais vous êtes sympa. Je dis, mais c'est pas normal d'être sympa quand on est commerçant. Elle me dit, mais non, pas forcément. Voilà, alors... Je sais pas ce qu'il va se passer dans 10 ans, moi, mais ça m'étonnerait que je change mon fusil d'épaule, quoi. Je suis comme ça, j'aime me raconter, j'aime répondre aux clients, j'aime présenter ma boutique, j'adore ça, je connais toutes les marques par cœur avec lesquelles je travaille. Ça va très vite, il y a des belles histoires, il y a des super histoires. Et puis, ma foi, moi, j'aime bien l'échange, j'aime bien... Voilà, les gens, quand je leur propose des dégustations, ils me disent non, mais c'est... On voulait juste voir. Je dis mais ça n'empêche rien. Vous pouvez regarder, goûter aussi. Ça n'empêche à rien, quoi. Et puis les gens, ils sont ravis. Quand ils sortent, ils sont ravis. Vraiment. Puis bon, j'aime bien l'humour aussi. Enfin bon, tout se passe bien. Vraiment, je suis super content de ça. Bon, c'est tout à votre honneur, en tout cas. Combien de personnes travaillent au sein de votre épicerie ? Elle est devant vous. Il n'y a que moi. Voilà, il n'y a que vous. C'est ce qui me semblait. Voilà. J'ai hâte d'ouvrir. Bah oui, c'est ça. Hein. Ça fait déjà beaucoup de travail. Hein. Et maintenant, on va parler un peu plus produits, justement. Est-ce que vous savez à peu près combien de produits vous proposez dans votre épicerie ? Combien de références ? Ouais. Alors, plus de 400, c'est sûr. Plus de 400, ok. J'en avais 300, un peu plus de 300 à l'ouverture. Et là, je suis à plus de 400, puisque oui, je rentre des nouvelles gammes, donc je rentre des nouveaux produits. Régulièrement. Ouais, régulièrement, ouais. Donc plus de 400 produits. Ah ouais. Donc on retrouve des tartinables, du foie gras, des épices, des huiles, ou encore du chocolat. Du chocolat aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? On trouve, qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver, j'ai une maison avec laquelle je travaille énormément, et vraiment parce que je fais goûter, qui me donne les moyens aussi de faire goûter. Parce que de temps en temps, j'ouvre des choses, moi, bien sûr, mais c'est mieux quand mes fournisseurs et puis m'aider là-dessus. Une maison franco-iranienne qui s'appelle la maison Beauté, B-O-T-E-H. Beauté, ça veut dire, c'est un petit peu, il m'avait expliqué ça, c'est, vous savez, sur les tissus de cachemire, il y a certaines des petites, comme des grandes virgules qui font le tissu, quoi. Enfin voilà, c'est ça que ça veut dire. Et cette maison, cette gamme, mais c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'il propose, est juste incroyable. Alors j'ai l'essentiel j'ai des préparations culinaires. Je peux pas dire confiture parce que le taux de sucre n'est pas assez élevé pour que ça soit considéré dans les normes françaises. C'est comme ça, pour que ça soit considéré comme une confiture, pardon. Ouais. Du coup, on appelle ça une préparation culinaire. J'ai des choses qui se vendent qui sont juste incroyables. Je vous invite à venir tous goûter. Et ça, je le ferai avec plaisir, vraiment. C'est vraiment insensé, quoi. On est sur de la framboise, pistache, géranium. Moi, j'avais jamais mangé de géranium, quoi. Ça me parlait même pas. Et quand j'ai goûté tout ça, mais je me suis dit, c'est dingue. Alors ça, c'est une partie de la gamme. À côté de ça, vous avez... ils ont déclamé des références autour du citron noir. Je sais pas si vous connaissez le citron noir ou pas. J'en ai entendu parler. Voilà. C'est juste extraordinaire. Je l'ai en sirop, je l'ai en pâte très concentrée et je l'ai également en poudre. Donc voilà, ça pour cuisiner, mais c'est un truc de fou. Ça fait mouche, quoi, mais c'est fou. Mais encore une fois, je crois, parce que je fais goûter les gens, parce que les gens ils comprennent pas ce que c'est qu'un citron noir, donc je leur explique la méthode, comment ça fonctionne, comment c'est cueilli, c'est ainsi. Voilà. Donc tout ça, c'est intéressant à savoir. Ouais. Ils ont même retrouvé sur le citron noir des écrits qui datent de 3000 ans. D'accord. Je sais pas si c'était la Mésopotamie ou la Perse à cette époque-ci, mais ils ont retrouvé des écrits où ils parlent déjà du citron noir. Ouais. Ok. C'est juste fou. Qui a un citron vert à l'origine. Voilà. Alors, est-ce que le sirop or noir, ça vient de chez eux ? Parce que c'est justement le produit, moi, qui m'intrigue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, sur le sirop et sur la pâte aussi. Donc, bon, pour reprendre un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un citron noir ? À l'origine, c'est un citron vert qui est cueilli avant maturité, qui est lavé, nettoyé, qui est amené dans le désert, et c'est pas des bêtises, qui est ensablé pendant 40 jours au soleil. Ah ouais ? Et ça donne un citron noir. D'accord. Voilà, à l'époque, ils s'en servaient comme une épice. Il la râpait comme une épice. Pour faire un zeste de citron noir. Alors, oui, du coup, ça a quel... Du coup, alors quand il est brut, franchement, il n'a pas le goût quand il est transformé. Hein. D'accord. Mais quand il est transformé, c'est vraiment... Moi, ce que je dis à mes clients pour qu'ils comprennent plus vite,
c'est un citron puissance 10 ou 15, quoi. Mais vraiment. Au niveau du goût? Au niveau du goût, oui. Évidemment, quand on est sur le sirop, le sirop, ça reste sirupeux, il y a du sucre dedans. Mais j'ai même cuisiné avec le sirop, moi, à la maison, un petit peu en dernière minute. D'accord. Sur un plat qui mijotait depuis 2h30, 3h. Et puis voilà, c'était en sauce. Je goûte, c'est bon. À côté de ma vitrocéramique, il y avait la bouteille d'or noir, de sirop d'or noir. Je dis, je regarde la bouteille, je regarde mon plat, je regarde la bouteille. Je dis, on va peut-être essayer quand même. Et j'ai mis du sirop. D'accord. Ça fonctionne super bien, quoi. J'ai mis 2-3 rasades et puis ça fonctionne très très bien. Ok. Voilà. Après, il y a plus adapté pour la cuisine, mais donc avec le sirop, on fait tous les cocktails du monde possible et imaginable, de le boire avec un vin blanc, avec un blanc de blanc. Eux, ils le préconisent avec du champagne, mais je trouve ça dommage un petit peu, donc je le dis pas. On peut peut-être essayer de mettre un coup de peps dans une salade de fruits, dans le sirop, pour amener ce goût citronné qui va venir pepser. Puisque c'est un sirop, on peut le faire. Moi, je l'ai goûté, une restauratrice qui est venue goûter justement ma gamme et qui me l'a acheté du reste. Elle m'a dit, écoute Jean-Luc, pour te remercier de tout ce que j'ai goûté, viens tout à l'heure prendre un verre. Voilà. Et j'ai fait OK, avec plaisir. Après la fermeture, je passe. Donc j'y suis allé. Elle m'a servi des coquilles Saint-Jacques crues avec juste du sirop. Ça marche très fort. Ça marche. J'aurais pas pensé, mais vraiment, ça marche bien. D'accord. Donc, c'est ce que je dis à ma clientèle, il faut juste s'ouvrir l'esprit, quoi. On le goûte, à chacun de savoir comment il va l'utiliser. Mais j'ai beaucoup de clientèle, je les vois fermer les yeux en train de goûter, à se demander et dire je sais comment je vais faire, voilà, je vais le faire avec ceci, avec cela, etc. Mais ça reste c'est un concentré de citron. D'accord. Vraiment, ok. C'est super intéressant. Voilà, moi c'est vraiment le produit qui m'avait intrigué. Je suis contente d'en savoir plus. Il est intriguant, vraiment. La gamme est intrigante. Il y a plein d'autres choses aussi. Hâte de découvrir ça. Et justement, comment vous sélectionnez ces produits qui sont assez originaux? Sourcing, toujours, c'est le sourcing. Ça a été, je vous ai dit tout à l'heure, ça a été vraiment infernal pour moi, des heures et des heures sur l'ordinateur, jusqu'à des minuit, 1h. Pour toujours essayer de trouver le meilleur du meilleur, de barrer, de marquer des choses, des sociétés, et puis de les barrer parce qu'on a trouvé mieux, de se renseigner sur chaque gamme qui m'intéressait, de voir un petit peu aussi leur politique, savoir si les produits sont propres, qu'est-ce qu'ils amènent. Une enquête approfondie à chaque fois. Alors approfondie peut-être pas non plus, mais ça va vite, quoi. Sur le net, on arrive à trouver rapidement. D'accord. Et voilà, j'ai utilisé aussi l'IA aussi quand je voulais les meilleurs sablés ou ce que sais-je moi à chaque fois. J'ai essayé de trouver des pistes comme ça, mais ça a été très très compliqué. Et vraiment, c'est drôle parce que la maison beauté, c'est les premiers que j'ai référencés, mais vraiment c'est les premiers à qui j'ai envoyé un mail. C'est les premiers qui m'ont répondu le lendemain. On est resté 3 quarts d'heure au téléphone, mais ça s'est fait, ça s'est aligné. Mais c'était dingue, j'avais l'impression de parler à un pote presque, le directeur commercial, Frédéric, que vous pourrez voir le 8, le 9 et le 10 mai à la boutique, puisqu'ils viennent faire des dégustations. Très bien, à retenir. Voilà, donc à retenir. Et du coup, il me dit, mais attendez, mais vous êtes sur Aix-les-Bains, mais du coup, moi, est-ce que c'est loin Chambéry? Je dis non, c'est à côté, pourquoi? Il me dit, parce que je change de train Chambéry demain matin. Ils avaient un week-end familial pour l'anniversaire de la grand-mère. Et il me dit, on change de train à Chambéry, j'ai un quart d'heure de disponible. J'ai dit, je serai là. Voilà. Et tout a commencé comme ça. Donc, il est venu avec des échantillons, que ça soit pour les préparations culinaires, les confitures, on va dire, que le sirop d'or noir et tout le reste, toute la gamme, quoi. Et là, j'ai commencé à faire goûter autour de moi avec des amis. Et ça a super bien fonctionné, quoi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça se fait très vite et très naturellement avec eux, mais alors vraiment, je les adore. Les petits jeunes là qui sont au taquet, je les aime beaucoup. Tant mieux, espérons que ça dure le plus longtemps possible, aussi, et pour vous et pour eux en tout cas. Et donc vos fournisseurs justement, je pense qu'ils viennent d'un petit peu partout, dans le monde. Surtout en France. Surtout en France, ouais. Vous avez du coup, je crois un producteur d'huile d'olive, il me semble. J'en ai 2, oui. Voilà. Je travaille avec 2 producteurs, il y a avec la maison Calios. Qui est la plus identifiée parce qu'elle tourne bien, c'est magnifique. C'est eux qui ont les magnifiques bouteilles qui font presque bouteilles de spiritueux. C'est ça, oui, elles sont blanches les bouteilles. Ce qui est mieux déjà pour l'huile d'olive. Monsieur pourra parler mieux que moi, mais bon.
parce que j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc, D'accord. ok. Et puis je travaille, puis les huiles infusées de chez Kalios, mais c'est juste dingue. J'étais un béotien total, moi. Hein. Mais vraiment, je connaissais pas tout ça, je connaissais pas tout ce monde. Quand elle m'a fait Sibylle, qui sera aussi le 16 mai à la boutique tout l'après-midi. Donc voilà, pour faire déguster. Et la première fois, donc on avait fait la dégustation chez moi. J'habite à côté de la boutique, moi, c'était pas loin, donc on est monté, puis je la voyais sortir des pots et des pots et des pots. Je dis, mais Sibylle, excusez-moi, mais vous voulez me faire goûter tout ça? Et puis elle me dit, Jean-Luc, vous inquiétez pas, quand vous en avez marre, vous me dites stop, et puis on arrête. Hein. J'ai été jusqu'au bout, j'ai tout goûté, mais vraiment tout goûté, j'étais super attentif. Les infusés, ça m'a... Il n'y a rien à voir avec une aromatisée, hein, évidemment, et vraiment, ça m'a bluffé, vraiment. Donc là encore, j'ai pu apprendre des nouvelles choses. J'arrive très bien à le raconter maintenant, les process, comment c'est normé, etc. J'y arrive très bien. Puis bon, c'est une huile d'exception aussi. Hein. Ce sont les huiles des îles Péloponnèses. Hein. Vraiment, ils travaillent uniquement en Grèce, là, sur les îles Péloponnèses. Ils sont réputés pour ça. Ouais. Et puis sinon, en huile d'olive, je travaille aussi avec le château d'Estoublon parce que c'est vraiment la grande ref en huile d'olive, qui est des pots de Provence. Et puis, j'en suis très ravi. Bon, voilà. Et tant mieux. Alors, quels sont vos best-sellers, justement, à la boutique? Maison Beauté, c'est sûr. Kalios, c'est sûr. Parce que je l'ai fait goûter aussi. Oui. Et la plantation pour les épices. Très, très belle maison que j'arrive bien à expliquer. Je suis au courant de toute leur histoire. Ils sont au Cambodge. C'est un couple franco-belge qui a acheté une ferme en 2013. Et puis qui s'est mis à développer l'intégralité de leur marque un petit peu à l'international, notamment en France. Moi, je les connaissais parce que ma fille m'avait rapporté des produits de chez eux. D'accord. Elle était en vacances au Cambodge. Donc voilà, et je voulais vraiment... Elle n'est pas encore ultra connue sur la France, c'est ce qui... de plus en plus, hein, malgré tout. Hein, oui. Malgré tout. Tant mieux, même, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et ils ont un nombre de labels internationaux, mais qui est juste incroyable, que ce soit en termes de qualité, que de faire vis-à-vis de leurs employés, tout ce qu'ils font au Cambodge. Ils construisent des écoles primaires. Ah oui. Ils ont créé une sécurité sociale pour leurs employés, quand même, pour les familles. Les employés des Cambodgiens, 250 Cambodgiens, ils ont des horaires, ils ont des jours de congé. Enfin bon, ça se passe pas trop comme ça là-bas. Et puis, oui, c'est sûr. Essentiellement, sur la qualité vraiment de leurs produits, ils ont une IGP sur le poivre noir de compote. Il y a que 2 producteurs dans le monde qui ont une IGP au niveau du poivre. Donc, pas mal, quoi. Voilà. Chapeau bas, vraiment. Et les épices sont... c'est une tuerie, vraiment. Alors, eux, ils viendront le 4 et le 5 juillet. D'accord. Voilà. Okay. Toute la journée, pareil. Même punition. Et voilà, pour faire découvrir un petit peu. Je le fais ça assez régulièrement quand je peux. Oui, c'est une question que je vais vous poser justement après tout ce qui est atelier, dégustation, découverte. Oui, on a aussi parlé un peu avant de la pâte de pistache aussi. La pâte de pistache de la Maison Beauté aussi. Ouais, qui est aussi là presque en rupture de stock, je crois. Là, elle est en rupture de stock. Écoutez, ils arrivent le 8. J'espère qu'ils vont arriver avec parce qu'il y avait ce petit problème de douane. Mais j'ai eu confirmation que c'était débloqué. Donc, ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Et oui, 100% pistache d'Iran bio. Rien d'autre dans le pot. Ça, waouh. Ouais. Ça, vraiment, c'est bluffant. Et je le dis à mes clients ou mes clientes... Je leur dis c'est un piège, hein. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est vraiment un piège et ça goûte et c'est vraiment le piège, quoi. Vraiment. Celui-là aussi, j'ai hâte de le découvrir. Ah, celui-là, il est juste incroyable, mais vraiment incroyable, vraiment. Et ça sur un... je l'ai fait avec des pâtes, des tagliatelles, dans de la crème fraîche, j'ai rajouté la pistache. Ouais. C'était incroyable. Ma fille a fait un éclair avec la pâte de pistache dessus. Cet été, je la vois bien avec un carpaccio, quelques gouttes de pistache, un petit peu d'huile d'olive. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, vraiment, hein. C'est juste fou. Donc, ouais. Et vous, quel est votre produit favori ? Mon produit favori, franchement, je suis désolé, hein, ils me payent pas pour ça, hein. C'est promis. Mais vraiment, la Maison Beauté, j'avoue, je suis. Lequel de leurs produits, du coup ? Mais tous, à chaque fois, il me dit Jean-Luc, on va adjoindre des harissa, là, c'est le nouveau truc. Ils sont lancés dans la harissa, mais c'est une harissa d'abord qui est pas. Les dents, elles tombent pas. Hein, ça pique un peu, puisque ça reste une harissa, pardon.
Bien sûr, mais harissa au sirop de rose, harissa au citron noir, et harissa qui viennent de faire pour le barbecue aussi. D'accord. Donc, mais même ça sort, quoi. C'est fou parce que les gens goûtent et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et toute leur gamme, vraiment, elle est... vous verrez quand vous viendrez. Avec plaisir. C'est vraiment super, vraiment. Alors, est-ce qu'il est possible de faire des paniers gourmands pour offrir? Alors, j'ai aussi bien des sacs cadeaux que des coffrets qui sont un peu gros parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait tout ça. Ouais. Mais voilà, oui, il y a tout ce qu'il faut pour préparer des choses et... pour offrir ou s'offrir. Bien sûr, évidemment. Super. Évidemment. Et donc justement, on en parlait, vous organisez donc avec certains de vos fournisseurs des ateliers dégustation et découvertes, donc avec des partenaires. Donc là, les prochaines dates, on a donc... On a la prochaine, c'est Maison Beauté, donc le 8, le 9 et le 10 mai. Après, on a Calios qui seront là le 16. Le 16. À partir de 15h à la boutique. Et puis ensuite, ce qu'il y a de prévu, c'est avec la Maison de la Plantation, le 4 et le 5 juillet. Ouais. C'est à confirmer encore. On est encore en discussion, mais ça devrait être ça. Bon, super. En tout cas, j'imagine que tout le monde peut être au courant en vous suivant sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, il n'y a pas de problème. C'est là-dessus que j'en parle, moi, à la boutique, évidemment. Je l'affiche, évidemment, sur des ardoises. Et puis après, il y a la com qu'Antoine me fait... Voilà, pour tout le monde, quoi. Pour assurer le relais, ça marche. C'est ça. Donc, les informations à retenir, donc vous êtes situé 6 rue Albert Ier, à Aix-les-Bains, voilà. Est-ce que vous pouvez nous redonner vos horaires d'ouverture? Oui. Alors, pour le moment, parce que je suis en train de tester des choses, donc pour le moment, j'ouvre à 10h le matin. Oui. Je ferme à midi. Ok. Je réouvre à 14h30 jusqu'à 19h. Du mardi au samedi, c'est ça? Du mardi au samedi, exact, ouais. À part journée exceptionnelle... Voilà, ok, ça marche. J'ai essayé de faire la braderie, mais ça n'a pas duré longtemps. D'accord. Donc, on a une petite tradition dans C'est local et c'est bon. On a un petit jeu. D'accord. Voilà, c'est pour mieux vous connaître, il faut répondre spontanément. D'accord. Lac ou montagne? Montagne. Ok. Salé ou sucré? Je vais te dire les deux, moi, mais... oui, c'est dur. Sucré, allez. Hiver ou été? Été. Lève tôt ou couche tard? Lève tôt. Les deux. Lève tôt. Vous dormez un peu quand même? Je dors un peu. Ville ou campagne? Campagne. Apéritif ou goûter? Apéro. Fromage ou dessert? Les deux. Frité ou chocolaté? Chocolaté. Tout le monde répond ça pratiquement. Merci beaucoup, Jean-Luc, C'est moi qui vous remercie. pour votre venue. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez découvrir des produits originaux, raffinés et bénéficier des super conseils d'un passionné de gastronomie, rendez-vous à l'épicerie fine L'Éveil des Sens, 6 rue Albert Ier à Aix-les-Bains. C'est local et c'est bon, ça continue après une courte pause musicale. Nous parlerons safran et huile de colza et de tournesol. Restez avec nous. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Dans la première partie de C'est local et c'est bon, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Jean-Luc Zilmerman qui nous a présenté son épicerie fine L'Éveil des Sens située 6 rue Albert Ier à Aix-les-Bains. Pour la seconde partie de l'émission, nous accueillons Sylvie et Emmanuel Revillard qui vont nous parler safran mais aussi huile. Ils sont venus bien évidemment accompagnés d'Hervé qui représente notre partenaire les fromageries Entre Lac et Montagne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va, merci. Pas stressé? Un petit peu. Mais non, il faut pas. Comment vous êtes connu avec Hervé? Avec Hervé, c'est-à-dire moi j'étais installé sur la commune de Cusy en production laitière. Oui. Donc juste à côté de Saint-Ours. Donc. Oui. Et c'est vrai que j'ai pas mal de collègues aussi qui sont agriculteurs sur la commune de Saint-Ours. Et j'adhère aussi beaucoup à vos activités de la COP. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu un petit peu Hervé il y a une vingtaine d'années. Ah oui, ça fait un petit moment. Oui, j'ai un petit moment, oui. Et il vous a convaincu de venir ce soir. Voilà, c'est ça. Bon,
En tout cas, merci à tous les deux d'être présents avec nous dans nos studios ce soir. Merci à vous. Honneur aux dames, on va commencer avec vous, Sylvie. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours ? Alors, je m'appelle Sylvie. Je me suis installée en Safran l'année dernière, en février 2024. Avant, j'ai travaillé pendant 27 ans dans un laboratoire d'analyse. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai voulu changer. Un revirement. Un revirement de... Voilà. Total. Reconversion professionnelle et voilà. D'accord. Et du coup, pourquoi le safran ? Alors, je vais vous raconter pourquoi. Un soir, je me suis endormie devant la télé. Ah d'accord. Tout le monde est parti. Et à minuit, je me réveille et il y avait un reportage sur le safran. Donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, comme ça, en comme fait. Ça. Vous avez regardé le reportage et vous avez dit, tiens, je vais faire une culture de safran, une production de safran en Savoie. Voilà. D'accord, oui, c'est pas. Et donc vous vous êtes renseigné je me suis inscrite à un stage. Donc je suis allée dans la Creuse faire mon stage parce que c'est la première safranière de France dans la Creuse. D'accord. Et donc ça se passe en 2 étapes. Un premier stage au mois de juillet pour la plantation des bulbes et un autre stage au mois d'octobre pour ramasser les fleurs et traiter les pistils de safran. Donc on plante les bulbes en juillet et on fait une première récolte en octobre. On fait une seule récolte. Une seule récolte en octobre. Récolte. D'accord. Et où elle est située, votre production de safran ? Alors à Cusy. À Cusy. Et à Thuzy. Et à Thuzy. Il y en a 2 du coup. Vous avez 2 parcelles. Ok. Exactement. Et du coup, ça représente combien en termes de... 650 mètres carrés pour le moment, il n'y en a pas... c'est déjà pas mal pour commencer. Ok. Est-ce que vous pouvez nous redire rapidement l'histoire du safran ? Vous avez regardé un reportage ? Voilà, j'ai regardé un reportage. Alors, il faut savoir qu'en France, tout le monde cultivait du safran, même au Moyen-Âge. D'accord. Mais ça s'est arrêté parce que quand il y a eu la révolution industrielle, les jeunes sont partis des fermes et le safran, c'est très, très manuel. On ne peut pas mécaniser, il faut ramasser les fleurs à la main, il faut planter à la main. Donc, ça s'est perdu. D'accord. Et les gens, dans le temps, se soignaient grâce au safran. Parce que le safran a beaucoup de propriétés médicinales et les gens se servaient du safran puisque les médecins n'existaient pas. Donc, se servaient du safran pour se soigner. Alors, on en parlera justement après de tous les bienfaits du safran. Est-ce que vous avez... Alors, je sais que c'est un petit peu tôt, mais... Ça représente quoi en volume de production ? Pour le moment, il n'y en a pas énormément. Il y en a 120 grammes. Oui. Mais, donc, c'est pas très lourd, mais ça fait beaucoup de... Puisque c'est très léger, ça fait un gros volume. D'accord, oui. C'est comme le kilo de plume de plomb, le volume n'est pas le même. C'est ça. Justement, du coup, on va parler plus vraiment de l'épice. Donc, autrefois, c'était appelé l'or rouge. Donc, vous l'avez dit à moitié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça s'appelle l'or rouge ? Alors, l'or rouge, parce que il faut beaucoup de main-d'œuvre. Donc, c'est ça qui va induire le prix en France qui est très cher, plus cher qu'un safran qui vient d'Iran, forcément. Et puis, c'est parce qu'on a une très petite quantité sur une période très courte. La récolte se fait sur 1 mois. L'année dernière, on a ramassé les fleurs du 10 octobre au 15 novembre. Donc, c'est vraiment une petite période. Il faut être là tous les jours pour ramasser les fleurs, pour s'en occuper, pour les émonder, pour récupérer les pistils de safran. D'accord, les pistils, oui. Ou les stigmates, je ne sais pas si... Pistil, c'est les 3 brins. Stigmate, c'est un seul brin. C'est un seul brin. Ok. Effectivement, on dit que c'est une épice précieuse. Pour donner juste un ordre d'idée à nos auditeurs, on estime que cette épice se vend entre 30 et 40 euros le gramme, je crois. C'est vraiment... mais ça s'explique, puisque c'est assez laborieux à produire. Voilà. La cueillette se fait intégralement à la main. Et la plantation aussi. Et le désherbage, parce qu'il faut s'en occuper toute l'année, et donc désherber les buttes de safran. Oui, puis j'imagine que je ne sais pas s'il y a des insectes ou quoi qui peuvent... Non, ça va. Il n'y a pas de ravageurs. Il n'y a pas de ravageurs. Bon, c'est déjà un problème en moins. Alors, comment se présente la fleur de safran ? Alors, la fleur, elle a 5 pétales, des étamines et donc le pistil qui nous intéresse. Mais donc la fleur en elle-même est toxique puisque c'est un crocus
Oui. Mais on peut s'en servir en cosmétique. D'accord. Donc moi, j'ai une Nanska à Thuzy qui m'achète mes fleurs. Pour en faire des cosmétiques. Voilà, pour en faire des cosmétiques. Ok. Et effectivement aussi, on dit que la fleur de safran ressemble à d'autres fleurs qui, elles, sont toxiques, hein, notamment le colchique d'automne, je crois. Voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas se mélanger. Hein. Mais de toute façon, le safran est très violet, la fleur est très violette. Et quand on a des fleurs qui vont pousser violettes, elles poussent au printemps. D'accord. Et c'est pas le safran. Nous, c'est plutôt l'octobre-novembre. Voilà. Donc on sait les distinguer comme ça, au moins. Et donc là, on en a parlé. Le safran donc commence à fleurir sur début de l'automne. Voilà, c'est ça. Ok. Vous êtes bien renseigné. Je fais quelques recherches. Alors, comment est-ce qu'on transforme donc ces filaments en épices de safran? Quel est le processus? Alors donc on va ramasser déjà toutes les fleurs dans le champ. Et après, on va s'installer à table et on va ouvrir les fleurs et récupérer le pistil rouge qui est dedans. Et on va le mettre sécher. Vous le mettez à sécher combien de temps? 20 minutes à 50 degrés. Ah ouais, ok. Mais c'est très très fin, donc ça sèche ça va très vite. Ok, ça sèche très vite. Et oui, dites-moi. Ensuite, il n'a pas de goût tout de suite. Il faut attendre 2 mois pour qu'il commence à prendre ses arômes. À dégager toutes ses saveurs. Voilà. D'accord, ok. Donc au final, ça prend combien de temps? Alors, l'année dernière, on a eu un jour où on a eu 3100 fleurs. Donc, on était 3 pour les ramasser, on a mis 2 heures. Et ensuite, pour les émonder, c'est-à-dire les ouvrir, on était 4 et on a mis 4 heures. D'accord, une bonne journée de travail. Voilà. Ok. Et pas tout seul. Et pas tout seul, voilà. Et donc, vraiment, du début, entre la collecte de la fleur et quand on l'achète en produit final, ça prend donc du coup 2 mois. Il faut attendre au moins 2 mois. Oui. C'est au moins 2 mois. Ok. Donc, on dit qu'il faut environ 150 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran. C'est ça? C'est ça. Ok, ouais. Donc, on voit vraiment le côté précieux de cette épice. Hein. Est-ce qu'il existe différents types de safran? Non, c'est tous. Non, c'est. Après, le goût peut dépendre du terroir. D'accord. C'est comme tout ce qui va pousser. Le safran de Bretagne n'aura pas le même goût que celui de Haute-Savoie. D'accord. La base sera la même, mais il y aura une petite nuance. C'est comme les vins. Il y a un terroir et. D'accord. Et comme les vins, le safran se bonifie en vieillissant. D'accord. Il va prendre de plus en plus d'arômes en vieillissant. D'accord. Très bien. Et du coup, comment vous décririez votre safran? Le goût de votre safran? C'est compliqué. Si on comparé à un safran de Bretagne, par exemple. Oui, les meilleurs. Ça, on n'en doute pas. Hein. Non, je peux pas vous dire. Il faut le sentir. Chacun va interpréter différemment le goût. Ça dépend énormément du palais. Du palais de chacun. Du palais de chacun, oui. Alors justement, on en a parlé un petit peu avant, quels sont les bienfaits du coup du safran? Alors, antidépresseur, antioxydant, anti-stress. Bien. Voilà, donc j'ai des dames qui viennent sur le marché et qui m'en achètent pour se faire des tisanes le soir, pour être apaisées et pour s'endormir. Ça a des vertus relaxantes. Voilà. Ok. Effectivement, j'avais vu qu'il y avait des vertus thérapeutiques et effectivement aussi des bienfaits pour la peau. Alors pour la peau, c'est plus du coup la fleur. Les pétales. Voilà. Ok. Et donc, quelle est selon vous la meilleure façon d'utiliser le safran en cuisine? Alors, on peut l'utiliser aussi bien en sucré qu'en salé. D'accord. On peut faire des crèmes brûlées au safran. Pour l'utiliser, ce qu'il faut bien faire, c'est le faire infuser. D'accord. On peut pas s'en servir comme ça. Moi, je le vends en filament naturel. Et on peut pas s'en servir comme ça. Il va pas dégager son goût correctement. Vous allez dire, il n'a pas de goût, ce safran, parce qu'il faut le faire infuser avant, soit dans de l'eau, si vous faites du riz au safran, soit dans du lait, si vous faites une crème brûlée, par exemple. D'accord. Donc, on fait infuser à chaud? L'eau est tiède. Tiède, Vous mettez vos stigmates, la quantité dont vous avez besoin, vous mettez dans l'eau. Alors, vous pouvez faire infuser 2 heures, mais ce qui est mieux, c'est 24 heures. Ah oui. Donc, il faut penser à l'avance
que Ok, vous allez je vais faire vous une en crème servir. brûlée au safran, donc il faut que je Voilà. fasse infuser. 2 heures, ça marche, mais ce qui est le mieux, c'est 24 heures. 24 Donc vous heures faites avant. infuser pendant 2 heures et après vous mettez au frigo en couvrant pour pas que votre eau prenne le goût du frigo. D'accord, Et vous servez de votre eau pour faire cuire votre riz. d'accord. Bon, moi, je viens de découvrir que j'utilisais le safran n'importe comment. Ok, ça marche. Ok, bah, franchement, je suis ravie d'apprendre ça. Et comment vous l'incorporez dans vos plats, au-delà de la crème brûlée et du riz, ou il y a d'autres... Après, ça peut être vous faites un poisson blanc et après vous faites une sauce au safran. Et ce qui va aromatiser votre poisson avec cette crème au safran. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir en tout cas. Maintenant, vous saurez, chers auditeurs, qu'on a une productrice de safran en Haute-Savoie. Hein. C'est une chance, du coup. Et maintenant, on va passer à vous, Emmanuel. Oui. Hein. Donc, comme Sylvie, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et retracer un peu votre parcours? Voilà, donc moi je suis né dans cette magnifique ville d'Aix-les-Bains il y a 50 ans cette année. Oh, Voilà. Et donc je suis resté installé donc sur la commune de Cuzy en GAEC, donc c'est les groupements agricoles d'exploitation en commun, durant plus d'une vingtaine d'années. Ensuite je me suis retiré du GAEC, donc je suis donc issu du milieu agricole bien sûr. Mes parents étaient exploitants, donc je suis retourné donc à Tuzy. Donc je suis resté une année en individuel, donc à mon compte, et en année d'essai avec une exploitation voisine qui arrêtait. d'accord. Donc elle n'était pas en production lait, elle avait un atelier, enfin elle a toujours donc un atelier de poules pondeuses. D'accord, Voilà, donc avec l'atelier poules pondeuses et céréales. d'accord, ok. Voilà, donc la particularité de l'exploitation, c'est qu'elle est 100% en agriculture biologique. Donc moi j'ai converti mes terrains en agriculture biologique, donc il faut 3 ans. Oui, ça prend du temps. Voilà. Sur les prairies naturelles, il faut 1 année. Par contre, tout ce qui est culture, il me faut 3 ans, quoi. Donc voilà, donc c'est assez long. Oui. Ensuite, pour pallier justement à la baisse des prix des céréales en bio, hein, qui sont quand même baissés ces dernières années, on a décidé donc avec mon associé, Franck Bonnet, donc d'essayer de transformer un produit, quoi. Donc au début, on était un petit peu parti sur la farine, mais bon, la farine, il y a quand même beaucoup de monde en place. Donc après on a dit, vu qu'on avait essayé de faire du colza et du tournesol, on est parti là-dessus, quoi. D'accord. Voilà. Colza et tournesol. Colza et tournesol, oui, c'est ça. Ok. Et donc, vous faites que ces huiles-là, j'imagine. Oui. Au-delà donc de cette production-là, est-ce que vous avez des passions à côté? Ou c'est vraiment... Oui, des passions, bien sûr, oui. Je vois Sylvie qui fait un... Voilà, oui, c'est vrai que oui, mais j'aime bien aussi forcément les balades et puis faire un petit peu de vélo aussi. Donc, D'accord, voilà, ok, vrai. ça marche. Donc vous êtes situé à Tuzy. Oui. Et vous avez donc d'autres activités à côté de cette production d'huile. Alors, on a donc, sur l'exploitation, il y a donc la production d'œufs, parce qu'on a 9000 poules pondeuses. Ah oui, donc, quand même. Oui, voilà, donc en intégration, c'est-à-dire que on a des contrats avec en partenariat. Donc les poules ne nous appartiennent pas directement. D'accord. Voilà, donc on est rémunéré à l'œuf. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Et puis à côté, bien sûr, on travaille à peu près sur un petit peu plus de 110 hectares de culture. Donc pour l'assolement, il y a à peu près une 50aine d'hectares de céréales. Oui. Du foin, bien sûr. Oui, aussi. fourrage, ok. Du fourrage, oui. Et puis on prend des bêtes en pension uniquement estivale. Pension estivale Voilà. bovine. Ouais. Ouais, ok. Oui, j'ai vu ça sur votre flyer. Voilà. Il y a des pensions pour nos amis les vaches. Oui. Ok. Est-ce que depuis quand en fait vous proposez du coup ces huiles à la vente? On a commencé donc à être présent un petit peu sur les marchés. C'est Sylvie qu'on a commencé l'année dernière à la foire de Cuzy à proposer nos produits, quoi. D'accord, sur les marchés. Ok. Au début sur les marchés, ensuite on a commencé à aller démarcher un petit peu les magasins. Donc aujourd'hui on est présent sur les Biocoop, magasins de producteurs, certaines épiceries. On est à Aix-les-Bains à la crèmerie de Roosevelt, Oui. entre autres. Ok. Et donc là on continue un petit peu à regarder, mais bon on essaye de rester un petit peu local. Local, au Oui. plus. Ok. Et est-ce que vous sauriez me donner une indication de volume de production pour ces huiles? Alors nous, l'atelier, on l'a monté pour transformer 10 tonnes. 10 tonnes de colza, 10 tonnes de tournesol. Donc le surplus est vendu, naturellement. Oui.
Donc, on va essayer déjà de monter jusqu'à 10 tonnes, quoi. Jusqu'à 10 tonnes. Voilà, parce Ok. qu'après, faut les commercialiser derrière. Donc, Oui, voilà, oui, ça marche. Alors, comme pour Sylvie qui nous a expliqué un peu la production du safran, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, du coup, on fabrique de l'huile? Bien sûr, oui. Donc, nous, on a monté un atelier dans un ancien bâtiment d'élevage et on a acheté une presse. Ok. Donc, vraiment, dont on a essayé de prendre le plus français possible. Donc, notre entreprise s'appelle Ecoléa, donc elle est à Saint-Étienne. Ok. Voilà, donc c'est de la première pression à froid, c'est-à-dire que les graines ne sont pas chauffées. D'accord. Et donc, ça extrait forcément pas la totalité d'huile dans la céréale, donc on a un petit peu de perte. Et donc après, ça sort ce qu'on appelle le tourteau. Et le tourteau, donc, il est commercialisé en bio. Sur une exploitation, donc là-bas, ça part à Cusy, un agriculteur qui est en bio, donc qui nous récupère les tourteaux. Donc c'est D'accord. valorisé derrière. Donc les tourteaux, c'est entre guillemets le déchet de votre production C'est ça, qui c'est est le valorisé. déchet, Ok, ça marche. Donc vous avez une presse et donc la pression à froid, justement, vous en avez parlé. Donc vous récupérez pas tout, Non, mais on dit généralement qu'une huile pressée à froid est de meilleure qualité. elle est plus riche, oui, parce qu'elle n'est pas chauffée, elle garde toute sa vertu. Ouais. Toutes ses vertus, Oui. peut-être ses arômes aussi. Oui, c'est vrai qu'elle est plus goûteuse qu'une huile commerciale, quoi. Je veux dire. Oui. Ok. Et donc, colza et huile de tournesol, quelles sont les principales différences entre ces deux huiles? Donc, on n'est pas du tout sur la même plante, mais Non. au-delà de ça, en termes de goût, d'apport nutritionnel, quelles sont les Le différences? tournesol est beaucoup plus utilisé en cuisson. Oui, On peut monter aux plus hautes températures que le colza. Le colza, c'est vraiment assaisonnement, quoi. plus assaisonnement. Oui, ouais. c'est Ok. ça. Et on dit généralement que l'huile de tournesol est plus riche en oméga 6. Et alors, sans partir dans les trucs nutritionnistes, mais l'huile de colza est généralement recommandée pour son apport en oméga 3. Oui, vous confirmez? Oui, Je dis pas des bêtises, c'est juste pour ça. C'est ça. Ok. Et comment vous dégustez, vous recommandez à nos auditeurs de déguster ces huiles? Le colza, dont en vinaigrette, c'est vrai, c'est un petit peu à chacun de faire sa sauce, entre guillemets, puisque c'est ça, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Avec du safran infusé. Voilà, entre autres, oui. Voilà, ok. Ouais, après, le tournesol, c'est vrai que ils sont goûteux, donc c'est vrai que le goût est là. Hein, c'est vraiment faut faire quand Parce même. Les huiles industrielles, elles sont toutes désodorisées. Oui. Tandis que celles-là, elles ont le goût du produit. Oui. Et c'est vrai que quand des personnes m'achètent de l'huile de colza, elles reviennent pour m'en racheter parce qu'elle est Elle a très du très goût. bonne. Oui. Ah, mais j'en doute pas, oui, c'est vrai que moi j'ai vu la différence. Alors j'ai pas encore trouvé votre huile, Non. mais pour avoir acheté une huile de colza plus artisanale, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vrai que vraiment Sylvie a beaucoup plus ses retours que nous, parce que c'est vrai qu'elle est présente sur les marchés. Bah voilà, les clients reviennent. Donc ça prouve que vos produits sont complètement différents et bien meilleurs que ce qu'on peut retrouver en grande surface. Et comment bien conserver du coup ces huiles? Est-ce qu'il y a un temps de conservation? Non, on a une DDM d'une année, donc après une année, je veux dire, 1 litre. Je pense que la bouteille est passée. La bouteille est passée, Et le colza, une fois qu'il est ouvert, c'est mieux de le conserver au frais. Au frais, frigo, ouais. frigo. Comme l'huile de noix, je crois aussi. Oui. Ok. Qu'elle s'oxyde le moins possible. Et les bouteilles sont fumées Oui, voilà. Donc là, pour c'est éviter vrai. l'oxydation. Via les UV du soleil. Voilà. Exactement. Ok. Donc, je rejoins pas Jean-Luc de ce côté-là, parce que tout à l'heure, il disait que son huile d'olive était en bouteille transparente. Voilà. Nous, non, ils nous ont bien déconseillé. D'ailleurs, les bouteilles qu'on a, nous, c'est vraiment un verre fumé. Un verre fumé, Ouais, tout à ce fait. qui est logique Pour en ne soi. pas altérer les bienfaits des huiles. Voilà, ok. Donc on peut retrouver vos produits donc sur les marchés, safran et huile. Et donc vous avez dit aussi chez certains commerçants et fromageries. Oui, c'est Voilà. ça. Oui. Donc, Les fromageries, bien sûr, Entre lac et montagne. Entre lac et montagne, ouais, on est présent, Voilà. oui, bien Ok, sûr. la crèmerie Roosevelt. qui est à Aix-les-Bains, etc. Oui. Donc sous le nom la GAEC, les herbes folles. C'est ça. Je redis pour nos auditeurs. Eh bien, comme pour Jean-Luc, on va faire notre petit jeu. Donc, je vous propose de répondre chacun à votre tour. Vous avez vu, hein, c'est gentil, hein, C'est comme gentil, petit c'est jeu. gentil. Alors, lac ou montagne? Montagne.
Montagne. Salé ou sucré? Salé. Sucré. Hiver ou été? Été. Été. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Lève-tôt. Ah, ça, j'en étais sûre. Ville ou campagne? Oh, campagne. Tout le monde répond campagne ici. J'en ai pas eu un depuis le début qui m'a dit ville. Entrée plat ou plat dessert? Entrée. Entrée plat? Entrée plat. Plat dessert. Fromage ou dessert? Fromage. Dessert. Attention, question piège. Tome des Bauges ou tome des ours? Tome des ours. Oui, tome des os. Fruité ou chocolaté? Fouetté. Chocolaté. Alors, est-ce que... merci beaucoup. Vous voyez, c'était assez simple. Hein. Comme ça m'a permis d'un peu mieux vous connaître. Et la question que j'ai oublié de vous poser, est-ce que vous avez prévu l'un et l'autre de développer votre activité à terme ou pas? Nous, sur l'exploitation, aujourd'hui, l'atelier est prévu pour transformer, comme je disais, 10 tonnes de colza, 10 tonnes de tournesol. Donc, pour l'instant, on reste là-dessus. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Oui. Après, pourquoi pas pourquoi pas augmenter suivant l'offre et la demande. Voilà. Façon, Ok. Et pour vous, Sylvie? Alors moi, je ne fais pas que du safran, je fais des produits dérivés, donc du miel au safran, du chocolat au safran, des pâtes de fruits au safran, du vinaigre au safran. Oh, du vinaigre au safran? Oui, Une base de vinaigre de cidre? exactement. Oh bah oui, alors donc vous avez du miel, vinaigre, chocolat? Oui. Ah ouais, trop bien. Et donc à tout ça à découvrir, donc est-ce que vous êtes sur le marché d'Aix-les-Bains? Non, vous êtes sur le marché de Saint-Ours, La Biole, ok. Albin, Saint-Félix. Saint-Félix, Cusy. D'accord. Et puis après, dans les animations, les foires, là, je serai à la foire de La Biole et puis la foire de Villaz. La Biole, c'est le 1er mai. Oui. Il y a la fête de la Villaz, c'est le 4. batteuse Saint-Ours. Voilà. Bon, bien nos chers auditeurs, si vous allez donc dans ces manifestations, cherchez bien donc la Sylvie, donc Revillard, productrice de safran, Gaëc, les herbes folles pour les huiles de colza et de tournesol. En tout cas, merci à tous les deux pour Merci votre à vous. venue. Donc, chers auditeurs, vous saurez à présent qu'on a une culture de safran en Haute-Savoie. Moi, je ne le savais pas. Donc, je suis ravie de l'avoir découvert. Et vous avez découvert donc tous les bienfaits de cette épice. Et aussi qu'on peut l'incorporer dans divers plats salés, sucrés, à faire infuser, 24 heures en avance dans l'idéal. Et de même, donc, production d'huile de colza, et de tournesol, qui sont elles aussi des huiles précieuses pour notre palais, mais aussi pour notre santé. Décidément, on a tout sur notre beau territoire, on a beaucoup de chance. Souvenez-vous, le meilleur moyen de soutenir nos producteurs, c'est d'acheter au local au maximum, donc pensez à eux. Et je rappelle, pour les éventuels retardataires que nous avons reçus dans la première partie de notre émission, Jean-Luc qui nous a présenté son épicerie fine L'Éveil des Sens à Aix-les-Bains, qui propose des produits rares et délicieux à offrir ou à s'offrir. Prochaine émission en direct demain sur Radio Grand Lac, la 16/9e avec Kevin, Guillaume et Vincent à 19h30. Et quant à moi, je vous retrouve le 26 mai où j'aurai le plaisir d'accueillir Annie et Sébastien du Moulin de Chana, ainsi que Kathleen et Estelle qui nous présenteront la sandwicherie. Elles proposent des sandwichs chauds, généreux et faits maison, élaborés à partir de produits locaux. Donc nous, on aime ça dans ces locales et c'est bon. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.